On se retrouve dans un instant. On va parler du bullshit. Europe 1, C'est arrivé demain. Frédéric Tadei. Bonjour Élodie Milzarek. Bonjour. Vous publiez Anti-Bullshit aux éditions Erol. C'est un manuel pour résister au bullshit. Mais c'est quoi exactement le bullshit ? Le bullshit, assez simplement, on peut considérer que c'est lorsqu'il y a un décalage entre les signes, les mots, les paroles qui sont entendues, lues ou vues, et puis la réalité qui est vécue. Au fond, c'est quand on raconte de la merde, mais vraiment de la grosse merde. Bullshit, c'est merde de taureau, en sens littéral. Exactement. Donc Et moi, la plus grosse possible. tout à fait, vous avez raison Frédéric. Et moi, il était important justement pour moi de reprendre ce terme dans son acceptation, à la fois dans cet anglicisme-là, mais dans la traduction d'être volontairement littéral, parce que c'est vrai qu'en français, finalement, on a tendance à utiliser les termes foutaise, conneries, enfin des choses qui sont finalement assez légères. Et moi, voilà, volontairement, j'ai dit non, le bullshit, c'est bien raconter de la merde, et comment finalement, dans les discours publicitaires et politiques qui nous entourent, on retrouve des structures sous-jacentes qui renvoient à ce phénomène qui, à mon avis, est aussi un phénomène sociétal. C'est au fond le récit imaginaire que l'on fait pour s'extraire de la réalité. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je crois que ça va plus loin, puisque j'aime beaucoup, et c'est vrai que je termine l'ouvrage là-dessus, sur la dimension poétique aussi. Et quelque part, l'imaginaire fait partie aussi de cette dimension poétique. D'ailleurs, je cite Edgar Morin qui nous rappelait que vivre de prose, ça n'est que survivre, et vivre sa vie, c'est vivre poétiquement. Donc il y a quand même une dimension imaginaire, mais imaginale, qui est tout à fait importante. Hein. C'est celle qui est défendue par différents penseurs comme Gilbert Durand ou Henri Corbin, il y a une dimension anthropologique vraiment forte, mais qui est nourrie de sens. Et là où ça ne va plus, c'est quand les discours, justement, sont dans l'imaginaire, mais une fiction qui n'est plus raccordée, qui est complètement déconnectée de cette question du sens et de ce qui peut nous nourrir. Mais Élodie Milzarek, qu'est-ce qui nous prouve que votre anti-bullshit n'est pas du bullshit ? Ben ça, c'est la meilleure question que je n'ai pas encore, qu'on ne m'a pas encore posée et à laquelle voilà, j'ai hâte de répondre. Je crois que vous avez raison là-dessus. Bon, il y a un moment donné, je fais un petit peu mon examen de conscience. C'est vrai que j'en parle rapidement. Bon, vraisemblablement, c'est un thème qui m'obsède puisque j'avais commencé. Mon premier ouvrage, c'était Déjouer les manipulateurs. J'ai continué par la stratégie du caméléon. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte dans les dynamiques relationnelles ? Là, je poursuis avec Anti-Bullshit. Bon, ça raconte forcément quelque chose de moi. Je laisse aux psychanalystes voilà, le soin de décider. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que je ne... Évidemment, je ne suis pas là en train de dire voici ça, certaines vérités et voici la mienne. Justement, l'idée c'est de montrer que en dépassant une vision relativiste du monde, oui, il y a plusieurs vérités, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose d'autre ? L'idée c'est de comprendre que le sens ne peut pas être vécu, parce qu'il n'est pas que pensé, le sens il est aussi vécu, et il ne peut pas être vécu que de manière analytique. Il y a aussi une dimension émotionnelle, et c'est pour ça qu'à la fin, je termine même avec Julia Kristeva, mais sur cette question de la résonance, la vibration du mot aussi dans sa force étymologique. Et voilà, je propose là, une vision... Quand vous dites la vibration du mot dans son sens étymologique, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disent bullshit, oui, bullshit, bullshit. Et d'ailleurs, ils ont raison peut-être de le penser. Moi, en tous les cas, je suis pas sur cette question de détenir la vérité. Je propose une vision. Et puis, ceux qui ont envie d'aller dans ce parcours-là, dans ce cheminement que je propose, je suis heureuse de les accompagner. Mais voilà, il n'y a pas de prétention de ma part, si vous voulez, à détenir la vérité. Mais au fond, quelle est la différence entre une pensée complexe, parce que c'est ce que vous essayez de déployer, vous êtes sémiologue, mais on pourrait dire ça d'un philosophe, de Spinoza, de Kant. Quelle est la différence entre une pensée complexe et du bullshit ? Parce que n'importe qui peut se dire, tiens, là j'entends des mots que je ne comprends pas, ça a l'air compliqué, il y a plein de subordonnés, c'est du bullshit. Vous avez raison, surtout que moi, quand j'avais beaucoup travaillé, c'était tout un pan de mon travail en tant que linguiste à mes débuts sur la question de la langue de bois. Il y a des marqueurs linguistiques spécifiques que l'on retrouve. Vous en avez cité, par exemple, la surabondance des subordonnés, les tournures alambiquées, des mots qui peuvent effectivement être complexes. Et quand on regarde le jargon, et quand on regarde des discours qui sont des discours plus explicatifs, scientifiques, philosophiques, parfois on retrouve la même structure. Donc la question se pose, enfumage ou pensée complexe. Je crois que la différence, elle est aussi au niveau des intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un désir de manipuler l'autre ? Est-ce qu'on souhaite mentir à l'autre ? Il faudra revenir sur ce distinguo entre le mensonge
et le bullshit. Mais il y a aussi toute cette essence, et comme je vous le disais, la question du sens ne peut pas être simplement lue à travers des marqueurs linguistiques, à travers une syntaxe, à travers une sémantique particulière. C'est aussi comment on utilise les mots, dans quelles intentions, comment est-ce que ces mots-là, ils sont choisis de manière pertinente ou non. Prenons un exemple, Oui. le pouvoir d'achat ressenti. Oui, alors Par ça c'était magnifique. Merci de prendre cet exemple-là parce que je crois qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. On était en octobre 2018. Vous savez, à ce moment-là, j'avais une chronique régulière sur LCI. C'était la montée des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le mouvement commençait à se mettre en place, mais on le sentait simplement. Il y avait quelque chose dans les rédactions. On se disait, bon, il va se passer quelque chose, mais le mouvement n'était pas encore tout à fait là. Et moi, j'étais étonnée. Effectivement, je voyais émerger cet élément de langage, pouvoir d'achat ressenti. Et j'étais quand même assez surprise de voir la conclusion qui était proposée, à savoir le pouvoir d'achat est bon. C'est le pouvoir d'achat ressenti qui n'est pas bon. En gros, la situation est bonne, mais c'est dans votre tête. Le porte-monnaie, ça va bien, mais dans la tête, ça va pas bien. Et là, j'ai quand même trouvé ça merveilleux. Donc forcément, ça m'a amené à creuser cette question-là. Et puis quand vous creusez, vous dites, tiens, qui c'est l'INSEE qui décide ça, puis après qui est élu, promeut à l'INSEE. Bon, voilà. Donc, vous avez un autre exemple, c'est le mot sportif pour qualifier les militaires. Oui, alors ça m'a beaucoup plu aussi. Bon, ça parle d'une expérience personnelle. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai grandi 30 ans en caserne, alors ça laisse des traces. Mais j'ai toujours. Été militaire, voilà, hein, exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça fabuleux de voir des individus qui étaient ventripotents, essoufflés très vite à l'effort, mais qui avaient des notations qui paraissaient très bonnes. Donc, par exemple, bon sportif. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il y a des discours qui peuvent être codifiés. Alors là, je parle effectivement plutôt dans un cadre militaire, mais c'est des grilles de notation qu'on retrouve aussi, par exemple, à l'Éducation nationale. C'est comment on utilise des mots pour faire croire à ceux qui les reçoivent qu'ils sont bons sportifs, mais ceux qui notent, ceux qui sont dans la notification, ceux qui vont faire passer les échelons, en définitive, savent très bien que bon sportif, c'est en fait très mauvais sportif, puisque il n'y a pas d'hyperbole, il n'y a pas excellent sportif. Voilà, c'est toutes ces astuces langagières. Commence, en fait, la plus basse, c'est bon sportif. Exactement, tout à fait. Donc c'est toutes ces astuces langagières, moi, qui me fascinent, puisque là, il y a un vrai décalage entre ce qui est dit, ce qui est écrit, et la réalité. Mais il y a aussi les mots valises, les mots que tout le monde se met à employer. Par exemple, le mot sidération, que l'on nous sert depuis quelques années à toutes les sauces, pour expliquer qu'on n'a rien dit ou qu'on n'a rien fait, et qu'on aurait peut-être dû dire ou faire. Est-ce que c'est pas devenu du bullshit ? Souvent, quand il y a un événement désagréable qui arrive, les gens vont faire preuve de cet état psychologique qui renvoie à des marqueurs psychologiques particuliers. La sidération, effectivement, on n'a pas pu agir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce mot-là, justement, quand on s'intéresse à l'étymologie, c'est un mot qu'on retrouve en astronomie et qui parle de l'attraction d'un astre sur un autre. Eh bien ça, vous voyez, typiquement, moi, je ne vais pas porter de jugement moral de dire est-ce que c'est bien ou pas bien d'utiliser ce terme de sidération. Simplement, je note que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, vous avez tout à fait raison, et qu'il est un marqueur de cette postmodernité. C'est-à-dire que aujourd'hui, petit à petit, on quitte des repères qui étaient des repères stables, à savoir il y a la vérité, il y a le mensonge, c'est blanc ou c'est noir. Dans la postmodernité dans laquelle on évolue, et là je cite les travaux de Michel Maffesoli, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, on se rend compte que c'est pas si simple, et que dans cette postmodernité, il y a plus de place qui est fait aussi à la magie et moins aux critères rationnels. Le terme sidération, je trouve qu'il est intéressant. Pourquoi d'un seul coup on se met à convoquer un mot qui est lié à l'astrologie ? C'est étonnant ce truc. Moi c'est ça qui m'interpelle. Mais au fond, l'art de se raconter des histoires, parce que c'est aussi ça le bullshit, c'est vieux comme le monde, c'est même à ça qui marche le monde, aux histoires que l'on se raconte, que ce soit, je sais pas, la monarchie, le christianisme ou le communisme, mais c'est pas du bullshit pour autant. On a l'impression que notre époque digitale, notre époque que vous qualifiez de postmoderne, se prête particulièrement au bullshit, plus que les précédentes. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que vous l'avez noté dans la structure du livre, il y a plusieurs chapitres et il y a plusieurs visages de ce bullshit. Il y a les mots, il y a le storytelling, et vous me posez cette question en particulier là-dessus. Il y a le digital, il y a aussi justement tout ce qu'on appelle la post-vérité. Et c'est vrai qu'il a sans doute que le bullshit existait avant, mais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a marqué de sa petite entrée le dictionnaire Oxford, qui a justement fait une entrée spécifique sur la post-vérité.
vérité. Donc c'est quand même un marqueur de notre époque. Sur la question du storytelling, l'homme s'est toujours raconté des histoires et c'est même comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Moi, j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage à quelle partie du cerveau en particulier ça faisait appel. Bon, c'est plutôt les régions limbiques visiblement qui sont très sensibles à la comparaison sociale, que le nudge sait utiliser à merveille. Quand on voit des hommes politiques, par exemple, qui se font vacciner, on sait que c'est aussi pour justement montrer l'exemple. Donc la dimension exemplaire, elle est très forte. L'homo sapiens y est très sensible. Donc toutes les histoires ne sont pas du bullshit. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment il y a des structures sous-jacentes au storytelling que l'on retrouve et que, par exemple, Joseph Campbell a très bien décrit dans Le héros aux 1000 visages, comment l'être humain est sensible à ces structures-là parce que ces structures narratives, elles sont porteuses de sens, mais comment aussi, parfois, dans les discours politiques et publicitaires, ce sens-là est dévoyé. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, Joseph Campbell, quand il parle de cette structure, du monomythe, pour reprendre son terme exact, il part de la mort du héros et puis d'une renaissance symbolique. Mais elle est où cette renaissance symbolique quand on regarde des publicités pour parfum où finalement on se dit le héros est prêt à mourir pour une bouteille de parfum, mais ça n'a pas de sens. Voilà le monde dans lequel on vit. Merci Élodie Milzarek. Anti-bullshit, ça vient de paraître aux éditions Erol.